Fidèle au poste de partout vous nous captez à travers le monde, mesdames et messieurs, c'est toujours votre magazine d'interaction républicaine et démocratique dénommé Actualité croisée. Vous avez toujours eu l'insigne honneur de nous suivre par voie des réseaux sociaux, mais également dans nos chaînes partenaires. Mesdames et messieurs, nous sommes en République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Vous nous suivez, vous êtes à Paris, vous êtes à Washington, vous êtes à Durban, vous êtes à Liège, vous êtes partout à travers le monde, vous êtes en Australie. Vous suivez ces programmes qui vous apportent l'actualité, rien que l'actualité, et nous décortiquons l'actualité dans toutes ses figures. Aujourd'hui, comme hier, nous avons l'habitude de parler de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ce qui est en train d'être fait, ce qui a été fait et ce qui sera fait dans le futur. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu sortie du gouvernement Souminois Toulouka, première ministre, la première ministre en République démocratique du Congo, une dame qui avait tant vanté qu'elle aura un gouvernement qui n'aura pas assez de membres, mais on constate que ce gouvernement, les gouvernements actuels, a 54 membres. Surprise, comment est-ce qu'on va réduire le train de vie des institutions? Autant de questionnements dans la tête de Congolais. On se pose la question, on retrouve le même figure, mais également la vie au sein des institutions. On va parler à bâton rompu avec mon invité de ce soir. Il s'agit bel et bien d'un chef des travaux qui a renoué avec le monde syndical, mais également il est aussi conseiller de la République au sein du Conseil économique et social. Il s'appelle M. Michel Dioum, un homme éloquent. Et il parle de lui, il parle de la République, il va parler de l'économie, il va parler de tout ce qui lui saute aux yeux. Ce qui lui saute aux yeux, c'est la vie des Congolais. Congolais moyens, qu'est-ce que nous voulons faire de ces Congolais qui a tant souffert, qui n'a que le Congo? Monsieur Michel Dioum, bonjour et bienvenue. Je suis heureux de me retrouver encore une fois en face de vous. Voilà, ça a toujours été un insigne honneur pour nous de vous recevoir. Parce que vous êtes trop réaliste, surtout sur des questions qui concernent la République démocratique du Congo. On aimerait quand même avoir vos impressions parce que dans le passé, on vous recevait dans un autre cadre. Aujourd'hui, on vous reçoit dans un autre cadre. Vos impressions d'être ici au sein de JT Mag, Actualité croisée. Quand vous m'avez parlé de ça au téléphone il y a quelques mois, je n'ai pas imaginé ce décor. Je veux dire tout de suite que je remercie le Seigneur pour votre vie et pour la sagesse et l'intelligence qu'il vous a donnée. Vous savez, je vous racontais, si tu peux te rappeler, lorsqu'on termine les études, surtout universitaires, la première chose que l'on fait, c'est de chercher de l'emploi, et tu en as fait. Mais quelqu'un aux États-Unis m'a dit, mais Michel, quand j'avais atteint 15 ans de service à l'ONATRA, il me dit, je te croyais intelligent, je pensais qu'il m'insultait. Je te croyais intelligent parce que comment tu peux travailler pendant 15 ans, regardant la même personne, faisant la même chose, donc tu n'as aucune ambition. Alors j'ai creusé, il me dit, si tu étais intelligent, que tu aurais déjà créé ta petite entreprise de transport. Et les années après, j'avais créé, mais elle a disparu à cause du fait que mon modèle mental n'était pas préparé. J'ai envie de te dire en direct, félicitations et que Dieu te bénisse. Merci, président, que j'appelle affectueusement président Michel Dioum, pour ces bénédictions, ces encouragements. Si nous les faisons parce que nous avons des gens qui nous traitent des béquilles, vous êtes parmi les personnes qui nous ont encouragés depuis un âge jusqu'à ce qu'atteindre, et nous voulons aller très loin grâce à vos bénédictions. Vous y allez. Nous parlons de la République démocratique du Congo, vous êtes citoyen congolais, je veux me rassurer. Oui, de père et de mère. De père et de mère. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose parce que vous parlez correctement lingala. Oui. Ça suffit pour être congolais? Non, moi je pense qu'il faut porter le Congo dans l'âme. Il y a quelqu'un qui a dit dans ce pays, j'ai la passion du Congo. Je me dis, moi j'ai la passion de mon pays, de mon peuple. J'ai envie de les servir partout où on m'appelle. C'est pourquoi je suis à l'enseignement, je suis au syndicat, je mets un pied à la politique, je suis à l'église. Partout où on m'appelle, je réponds à tout moment. Parce que je pense que Dieu nous a donné... Guy Bocha, tu n'as pas l'idée. C'est que Dieu nous a donné. Il nous a donné un pays merveilleux. Merveilleux que vous ne pouvez pas comparer, à part la Russie, je crois, en termes de ce que Dieu a mis sous sol. Dieu nous a donné un pays merveilleux. Et donc, je me dois, tout le temps que je vais passer sur la terre, de l'aimer, de le servir et espérer contribuer pour les générations futures. C'est l'élément le plus important pour moi.
Alors, aujourd'hui, ici, il faudra faire un pas en arrière. Oui. Vous avez œuvré par le passé dans une entreprise publique. Vous avez organisé une structure syndicale. Aujourd'hui, Michel Dioum, d'hier et d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une certaine évolution ou il y a une régression? Non, nous manquons le courage de prendre des décisions au bon moment. Nos entreprises, notamment celle dans laquelle j'ai travaillé, je n'étais pas préparé à ce que je répondrais à ces questions, elle est à voie de disparition. Ceux qui n'ont pas fait des études comme nous ont légué aux générations futures une entreprise qui fonctionne. C'est pourquoi nous, on a travaillé là-dedans. Je peux le répéter ici, la SCTP est devenue ONATRA par la magie des mots. Donc, on est parti de l'ONATRA vers la Société commerciale des transports et des postes, une transformation juridique. Cette transformation, il n'y a pas de honte à dire, a échoué. Pourquoi? Parce que quand on fait la transformation des textes, il faut vraiment passer à l'étape de la transformation économique. Rien n'a été fait pour que les modes de gestion, sa structure de capital et tout ce que l'on attend pour que ça redevienne une entreprise qui marche, rien n'a été fait. Donc, on a transformé les textes et on la gère comme avant. Et c'est pourquoi j'encourage, je sais, peut-être le président de la République a fait une erreur de l'appeler ONATRA, lorsqu'il était de passage au chantier naval, et on a dit, nous revenons à l'ONATRA. Maintenant, il faut tirer les conséquences. Personne n'a tiré les conséquences. Et si le chef de l'État dit que c'est l'ONATRA, ça veut dire que ça redevient entreprise publique, ça veut dire qu'il peut encore s'abreuver dans les moments du gouvernement. Le gouvernement doit encore repomper les moyens pour lui donner les chances de pouvoir continuer. Guy Bouchard, regardez la carte de la République démocratique du Congo. Je reste d'abord dans le cadre de l'ONATRA. Si vous regardez la carte de la République démocratique du Congo, toutes les grandes villes sont construites le long des cours d'eau. Là où il n'y a pas de cours d'eau, il y a des appendices de chemins de fer ou des routes de dessert agricole. Le message économique de notre pays est déjà clair par rapport à cette carte. Donc, le rôle que l'on a donné à l'ONATRA à l'époque, c'est de pouvoir drainer ces canaux pour que la marchandise quitte les petits villages vers les grands centres. Maintenant, nous étions tombés dans un piège qu'on a appelé à l'époque c'était dans la vague de la restructuration administrative des territoires, et on a créé des collectivités locales. Donc, les villageois qui faisaient des champs de manioc, de la patate, n'importe quoi pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et peut-être un petit excédent pour vendre, acheter la chemise ou payer les minervas d'un enfant, on les a regroupés pour faire des centres. On a appelé ça des collectivités locales. Vous ne pouvez plus imaginer les dégâts que ça a fait. Donc, des producteurs ont été transformés en consommateurs, dans l'objectif de pouvoir amener le riz qui vient du Vietnam, d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans, pour venir les revendre. Donc, ceux qui produisaient le riz à Djonganumbe, qui produisaient le riz à Bumba, qui produisaient le riz dans le Bandundu et qui produisaient le riz à Kingabwa, ont commencé à acheter le riz qui vient de l'extérieur, les riz que l'on donnait partout, je ne cite pas tous les noms, mais les riz que généralement on donnait aux pauvres, entre guillemets. Donc, ces décisions politiques nous ont amenés à une dépendance économique. Et c'est comme ça que vous voyez, aujourd'hui, vous regardez, l'ONATRA n'a plus un rôle. Le rôle qu'il avait à l'époque, c'est de ramasser toute la production le long des cours d'eau et ramener vers les grandes villes. Alors, il avait des grandes unités de 5000 tonnes, de 3000 tonnes, de 4000 tonnes, de 2000 tonnes. Lorsque Kokolo entrait dans la ville de Kinshasa, j'étais jeune et je voulais comprendre les prix de maïs, comment ça monte, ça augmentait sur le marché. Et je faisais le petit butch pour me faire une petite enquête mal organisée. J'étais vraiment... Oui, ça valait la peine à l'époque. Oui, à l'époque. Alors, j'étais dans les petits beach qui étaient dans le lot de Kingabwa. On me dit que le bateau Kokolo est arrivé. Et je suis parti à la gare fluviale de l'ONATRA. J'ai vu l'accostage de ce bateau, les débuts de déchargement. 4 jours après, le marché de maïs dans la ville de Kinshasa a été inondé et les prix ont baissé de même. C'est resté dans ma tête. Nous étions autour des années 83, 85. J'ai oublié. Ça doit être ces années-là, vers 1985. Donc, vous comprenez bien que l'ONATRA avait un rôle, même dans sa tarification. Ceux qui mettaient ces maïs viennent payer à Kinshasa. C'est-à-dire, ils ramassent. Lorsque tu auras vendu, tu viens payer
la facture de l'ONATRA. Donc, il n'y avait pas, personne n'est empêché à ce moment-là de pouvoir. Tu ramasses, tu mets dans une embarcation, dans une barge. Quand la barge vient, tu ne payes rien. On tracte jusqu'à Kinshasa et quand tu as vendu, tu viens payer la facture. C'était des bonnes opportunités. Très bonnes opportunités. Mais aujourd'hui, après avoir fait parce que tous nos concepts viennent des intellectuels étrangers qui nous imposent, et nous entrons dans ces concepts sans critique, les jours où nous comprenons que ces concepts nous amènent vers la mort, ceux qui ont conçu les concepts, ils sont dans un autre. Et nous, on continue à patauger là-dedans. On a fait la libéralisation du secteur. Et quand on libéralise, qu'est-ce qui a été fait? On a demandé à Michel Dumour, à Guy Bouchard, de faire des petites embarcations. Nous les faisons. Vous le faites. Ça s'appelle des baleinières. Ces baleinières transportent quand même, et c'est bon, on a des beaches qui sont inondés avec des baleinières. Et chacun impose ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, ça devient incontrôlable. Deuxième élément, la sécurité n'est plus assurée. Donc, petit à petit, nous-mêmes, on a désintégré la colonne vertébrale que Dieu nous a donnée et que les colons nous ont laissé. Pendant que nous avons pris la gestion de l'État, on n'a pris aucune disposition pour que cela serve aux générations futures. Donc, l'ONATRA tombe dans cette situation, peu d'investissement, pas d'instruction économique, et on les gère au jour le jour. J'apprécie le collègue qui est là. Je crois qu'il fait du miracle. Il venait de payer un salaire. Je crois qu'on m'a dit qu'il a payé le salaire du mois de janvier, difficilement. J'ai vu les syndicalistes en train de crier à Matadi pour ceux qui vont entrer maintenant pour venir faire un jet 28. Probablement, je n'ai pas lu le document. J'ai lu seulement les documents qu'il a déjà fait circuler dans les réseaux sociaux. Je crois un contrat complètement désarticulé parce que la direction actuelle venait de rétablir, de réhabiliter le terminal et l'opérateur privé vient, il prendra 85% des efforts qui sont faits par le gouvernement congolais à travers son entreprise, parce que c'est une entreprise quand même de l'État. Et j'ai vu que les syndicalistes ont raison, mais ils sont en train de discuter à la fin. Ce sont des choses qu'on aurait dû expliquer au chef de l'État avant, qu'on ne peut pas signer ce contrat s'il ne représente pas un équilibre. Vous êtes en fils Mezo, il y a de quoi de jeter, comment dirais-je, de jeter un regard sur ce qui se passe sur l'ONATRA que dirige Martin Loukoussa, qui aujourd'hui, je ne sais pas s'il est soufflé ou pas, la population lui-même est en train d'observer ce qui se passe à l'ONATRA. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière dans 30 secondes pour passer cette question par rapport à tout ce qui est comme contrat? Parce que comme les travailleurs réclament à travers les syndicats, je ne connais pas la motivation majeure, mais j'ai conduit moi aussi la délégation syndicale à un moment donné. Nous avons refusé la privatisation. Peut-être que c'était une erreur. Mais tout simplement parce que lorsque les gens qui veulent venir faire la joint venture avec l'ONATRA étudient tout à l'extérieur et choisissent, c'est l'activité la plus rentable. Le déficit de l'entreprise est dans les PTF, dans les transports, dans les voies fluviales. Mais on choisit la seule activité qui est encore rentable. Ça, c'est le premier élément qui me tique toujours. Le chemin de fer est presque à l'arrêt. Nous n'avons pas assez d'opérateurs qui viennent, mettons les moyens ensemble pour redresser le chemin de fer. Les gens veulent prendre le terminal en conteneur. J'espère que le gouvernement va ouvrir les yeux. Maintenant, c'est qui est au portefeuille? Ça va être le ministre Jean-Lucien Boussard. Oui. Boussard, je crois que c'est un ministre qui a fait beaucoup de temps au gouvernement. Il a une expérience pour pouvoir poser quelques questions importantes et demander au chef de l'État, parce que le problème pour nos dirigeants et notre pays, c'est que tout s'est fait au nom du chef de l'État. Maintenant, nous, on ne sait pas vérifier si le chef a dit oui ou a dit non, parce qu'on est quand même dans une structure éloignée. Mais si on vous dit là-bas, le président de la République a autorisé, toi, tu vas vérifier comment. Donc, c'est ça qu'il faut casser. Il faut créer un débat public parce que c'est un biais commun de la population. L'ONATRA, ce n'est pas seulement ceux qui ont le contrat de travail là-bas, c'est la maman qui vend l'arachide et le thé à la gare. C'est lorsque les trains partent, tu vas voir tous les villages où les gens, celui-ci amène la courge, l'autre amène la canne à sucre. C'est beaucoup de gens qui tournent autour de cette activité. Donc, le débat sur la restructuration de l'ONATRA devrait être une question de débat public. Au Parlement, on doit en parler dans nos forums, avec les délégués syndicaux, avec les syndicats, avec les terres syndicales au niveau gouvernemental. Il faut qu'on en parle pour que la tension baisse, que les gens comprennent vers où ils sont en train de partir.
Laisse-moi terminer. Que lorsque j'étais encore actif là-bas, je pars à la retraite l'année prochaine. Partir à la retraite, oui. À mes propres frais, je suis allé voir comment le port de Havre s'est transformé. À ce moment-là, il créait le port 2000, c'est-à-dire un projet. Port 2000, c'est là que nous allons, vers là nous partons. Vous êtes en train de nous suivre de partout à travers le monde. Notre invité, c'est Michel Dioum. Il a réapparu à la télé après un long séjour au sein du Conseil économique et social. On peut parler du Conseil économique. Kuna binobo balobi ba Steve Mbika ya lobaka na lobi te kalobi, à lui des institutions inutiles. Mais il vous arrive d'aller à l'église? Je suis chrétien. Mais si vous êtes chrétien, mon peuple meurt faute de connaissances. Donc Mbika, il y avait tort de parler de... Parce qu'il n'a pas la connaissance de ce que le Conseil économique fait, c'est pourquoi il a dit ça. Je crois que maintenant, il est déjà au courant. Il ne peut plus relancer ce débat. Je doute beaucoup parce qu'il était ministre de l'enseignement supérieur. Un jour, je lui ai amené le document sur les 50 ans de l'examen d'État. Le père à son âme, le professeur qui a travaillé sur ce dossier, voulait évaluer l'examen d'État. Et puis finalement, lorsque le Conseil économique a reçu le document, pas un membre du Conseil, il était membre du bureau rapporteur à l'époque, ils ont travaillé sur l'éducation. Ce travail continue à se creuser aujourd'hui. Il y a deux jours, on a adopté un avis sur l'éducation du futur et futur de l'éducation. Un thème qui a mobilisé tous les intellectuels, y compris Madame, qu'on venait de nommer, Madame Raissa, qu'on venait de nommer ministre de l'Éducation. Elle est passée pour partager avec les conseils économiques. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Les conseils économiques, c'est le seul endroit où on parle du pays et de l'avenir du pays sans pression politique. Mais avant, comment parler du pays sans l'avenir du pays, sans ceux qui parlent du pays ont la pression politique. C'est-à-dire, ils sont d'abord partisans. Moi, je suis de tel parti ou de tel regroupement, donc je fais des choses d'abord pour le regroupement, et puis si le pays s'en sort, tant mieux. S'il ne s'en sort pas, quelqu'un d'autre viendra le faire. Mais le Conseil économique, c'est globalisant. Vous avez la société civile organisée, c'est-à-dire là-dedans, vous avez les opérateurs économiques, les syndicats, les ONG, les églises, les chefs coutumiers, pour ne citer que ça, mais aussi les représentants des provinces, les associations de femmes, les assurances, sur toutes les composantes de la société qui se réunissent. Alors, ils donnent leur point de vue sur une question simple. Est-ce que le pouvoir coutumier dans notre pays a un rôle à jouer? Oui ou non? On en discute pendant une ou deux sessions et on donne un avis. Le problème que nous avons... Mais les parlements peuvent faire mieux. Le Parlement, non, le Parlement a un rôle simple, c'est de faire des lois. Vous n'allez pas demander au Parlement de réfléchir au-delà de faire des lois. Le Parlement a l'avantage de ramasser toutes les préoccupations pour les réglementer à travers les lois. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je crois qu'ils le font bien. Je n'ai pas encore été élu député et je n'ai pas envie d'y aller. Je pense qu'ils le font bien. Mais le Conseil économique est extraordinaire. Il conseille les chefs de l'État, le gouvernement, les chambres, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, et même les provinces. Donc nous sommes à la disposition d'un bureau d'études qui réfléchissons sans pression, j'insiste beaucoup, sans pression, sur les questions qui concernent le pays aujourd'hui et demain. Lorsque nous perdons le temps ici, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ceci, ainsi de suite. Au Conseil économique, le président Kiwakan à l'époque a enfermé dans un hôtel proche de son bureau privé. Il a payé là-bas pour que les experts réfléchissent sur la question de l'énergie. Des années plus tard à Lubumbashi, les opérateurs économiques se sont réunis pour constater que la production minière patine tout simplement parce qu'on n'a pas d'énergie. Mais c'est cet avis-là qu'on a donné pour pouvoir améliorer aujourd'hui. Il y a un membre du Conseil économique, je crois 2, qui sont des opérateurs économiques, qui ont poussé à la création d'un autre barrage, je crois, dans le Lualaba, qui est en train de fournir de l'électricité aujourd'hui. Donc, les études que nous faisons, les avis que nous faisons, c'est pour les gouvernants. C'est pourquoi ce n'est pas connu de combien de mortels. Parce que vous êtes directeur général de GTU, Magazine. Mais là, si nous avons une petite note technique à vous donner, nous vous le donnons. Quand vous n'avez pas encore réagi, nous ne disons pas aux caméramans et tous les agents, voici ce que nous avons conseillé. Je peux saboter aussi. Ah ben c'est ça. Et nous avons ce gros problème. Les ministres nous lisent peu. Quand nous envoyons nos avis, ça je peux le dire à haute voix, ils ne nous lisent pas. Ça échoue dans les cabinets
chez des conseillers et 2 fois dans les résidences. Alors que ce sont des documents qui devraient avoir une occasion de débat au cabinet pour pouvoir orienter les politiques publiques en matière économique et sociale. D'abord au chef de l'État, ensuite au Premier ministre, et enfin, vous pouvez compter toutes les autres structures. Le Conseil économique travaille sur des questions transversales. Par exemple, je vais vous surprendre, en août 2022, je crois, on a terminé l'étude sur le profil des gouvernances dans notre pays. Le jour où le président permettra que ce document soit, le président du Conseil économique, permettra que ce document soit vulgarisé, j'espère que les experts viendront ici pour expliquer, on a établi tout ce qui ne va pas dans la gouvernance du pays. Et les pistes de solutions, y compris la structure gouvernementale. Aujourd'hui, vous êtes à 54 ministres. Si vous tombez dans ce dossier-là, vous verrez que vous ne pouvez avoir dans ce pays que 26 ministres. 26 ministres. 26 ministres. Dommage. Avec la taille du Congo. Hein. Ça ne veut rien dire, la taille. Non, ça ne veut rien dire, parce papa. Il y a un politicien qui a dit que la RDC mérite un gouvernement à sa taille. Non, je crois un gouvernement à la taille, on a 345 000 km. On a besoin... 26 ministres. À l'époque, que ce soit les colons, que ce soit la Première République, que ce soit la Deuxième République, le président parlait ici, et dans mon village, on suivait. L'examen d'État, on l'organise où? Pour tous ces pays ici. Prenez l'examen d'État. C'est qui l'organise? C'est un ministre. Et je vais te dire que ce n'est pas un ministre, ce sont des inspecteurs et des chefs de division. Ça se passe dans ces gros pays. Il y a une date pour commencer, une date. Je vous donne seulement cet exemple pour vous dire, on ne peut pas prendre le territoire comme étant un problème. C'est un avantage. Le territoire, l'étendue de notre territoire devait être pris comme une opportunité de mieux faire. On ne peut pas dire non... la seule chose qu'il y a, ce sont des gouvernements d'union nationale. Chacun veut avoir quelque chose et pour satisfaire tout le monde, on prend 5 mois pour chercher qui sera à quel endroit. Celui-là, ce n'est pas possible, l'autre, ce n'est pas possible, ainsi de suite. C'est le débat des individus qui bloque notre machine, mais ce n'est pas l'étendue du pays. Alors, s'il faut revenir sur le Conseil économique et social, vous êtes membre du bureau ou pas? J'étais membre du bureau, maintenant je suis conseiller. Il y a un autre collègue qui est monté au bureau. Je suis membre de l'ECOFIN. Donc, ça me suffit. Vous tirez une expérience désastreuse, ou soit le Conseil économique vous a servi quand même à comprendre comment les choses se déroulent en République du Congo. Je suis enseignant à la Haute École de Commerce. Dieu m'a fait grâce avec le directeur général actuel. Il m'a donné une charge de chef de section adjoint chargé de l'enseignement, vice-doyen si on était dans l'université. Je peux te dire que quand je compare ce que j'apprends à l'université et au Conseil économique, c'est comme si j'ai fait une deuxième université. Le Conseil économique, c'est une grande école. Lorsqu'ils n'ont pas de travaux, des commissions à exposer, ils appellent des éminents professeurs. Vous avez le professeur Mabi qui vient. Quand Mabi passe, vous connaissez l'expérience qu'il draine. Madame Malou, vous connaissez... Malgré sur terrain, il y a aussi il n'y a pas de résultats palpables. Non, les résultats, ça dépend de ce que vous pouvez faire. Lorsque vous avez des personnes qui ont étudié et qui vous ont dit, voici la ligne à suivre, et que les personnes qui sont chargées d'exécuter ne le font pas, ce n'est pas parce que l'expert a bien terminé son travail que le résultat sera là. Donc, il faut qu'il y ait l'aspect opérationnel. Le programme de 145 territoires du président de la République. Est-ce que vous savez que c'est l'un des meilleurs programmes que nous avons pour cette période? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ce n'est pas comparé au programme des 100 jours. Hein? Ça, non, ça c'est une histoire, c'est un appendice. Le programme des 100 jours, c'est juste quelque chose pour traverser la période, parce qu'on attendait, je ne sais pas quoi, je crois qu'on attendait le gouvernement. Je parle de programme de 145 territoires. Il n'y a pas un programme de développement qui soit aussi complet pour faire démarrer nos entités de base comme ce programme-là. Mais ils pêchent par quoi? Juste un management. On a organisé le management stratégique, mais on n'a pas organisé le management opérationnel. Qui fait quoi sur le terrain? Je vais vous donner un exemple simple et puis je sors du dossier. Parce que le Conseil économique avait travaillé là-dedans. Je ne sais pas s'ils ont reçu l'avis ou pas. Vous allez construire des écoles et des hôpitaux. Ce sont des choses qui sont attendues par la population. Oui. Alors, lorsque vous allez dans mon village, vous dites que vous allez construire l'école à Djonganoubé. C'est 40 km du centre de la mission catholique. Il n'y a aucune route.
Maintenant, vous envoyez des gens, vous avez recruté un opérateur qui, lui, il amène le ciment à Benadi Bélé et puis il avance, il arrive à Luxembourg, puis ça arrive probablement jusqu'à Leboeuf. Maintenant, comment va-t-il arriver avec le matériel sur les lieux? Il fallait décentraliser, trouver les acteurs locaux qui prennent en charge ce programme et qui sont financés pour les réaliser. Mais comme nous sommes très pauvres, la majorité d'entre nous, nous sommes très pauvres. Si on n'est pas pauvre financièrement, on est pauvre dans l'esprit. Nous avançons avec cette mentalité et nous bloquons des programmes qui peuvent faire de nous une puissance dans 2, 3, 4, 5 ans. Le programme de 145 n'est pas à mesurer avec les mandats du président de la République. Ça s'appelle au-delà. Il les lance et puis chacun de nous dit, c'est là que nous aurons à construire le Congo pour les générations futures. Chacun de nous travaille. Dans les 10 ans, 15 ans, vous avez un autre pays. Et vous connaissez l'attitude politique congolais. Quand il vient, ce n'est pas son programme, il arrête avec ça. Donc chacun vient avec son agenda. Modèle mental. Alors aujourd'hui, nous parlons également du changement, soit de la révision constitutionnelle. Vous savez que le débat est fait surface dans la sphère politique congolaise. Aujourd'hui, on parle de la constitution de la République. On prête même des intentions au chef de l'État de vouloir se maintenir au pouvoir. Ça, c'est certaines langues. Et d'autres disent qu'il y a opportunité de changer cette constitution parce que ce que nous avons, c'est une constitution de belligérants. D'autres disent encore que non, cette constitution a été copiée de la constitution française, donc ça ne vaut pas la peine. Il faut adapter la constitution congolaise aux réalités congolaises. Alors, chef des travaux, syndicaliste, chef des partis politiques, autant de casquettes, citoyens congolais, comment voyez-vous le débat s'il faut mettre vos lunettes? Et je souhaite ne pas entrer dans le débat parce qu'il est essentiellement il est essentiellement politique. Qu'est-ce que la Constitution a fait et à qui? Il a été élaboré. On était dans cette bourde-là de l'attente du gouvernement. Ça nous a pris du temps. Et puis le président a dit quelque chose lorsqu'il était en France et tout le monde est entré là-dedans pour profiter, pour dire qu'on change la Constitution. Moi, je pense que la consolidation de la démocratie est plus importante que le changement de la Constitution. Il faut faire l'option. Est-ce que nous voulons que petit à petit, les attitudes et les actions que nous faisons ressemblent au nom que le pays porte? Nous sommes la République démocratique du Congo. Est-ce que la démocratie est un objectif? Si c'est un objectif, permettez-moi de le dire, moi je commence à apprécier en ce moment-là ce que Kabila disait. Dès chaque fois qu'on lui disait Monsieur le Président, vous serez candidat. Le sort du président est réglé par la Constitution. Vous avez pris la voix de Kabila? Tout le monde riait à ce moment-là. Moi, je suivais ça avec beaucoup... Le sort du président est réglé par la Constitution. Je m'imagine qu'il y a deux choses à redire. Mais nous sommes encore très fragiles pour pouvoir pousser les chefs de l'État, parce que c'est de lui qu'il s'agit, à entrer dans ce gouffre, je l'appelle bien ce gouffre. Les personnes qui l'ont porté à 73%, une grande partie va se retourner contre lui demain. Il ne mérite pas ça. Il est l'incarnation du mythe Tshisekedi, le mythe du changement. Je crois que s'il y a quelqu'un qui est à côté du président Tshisekedi, c'est de consolider ces mythes pour aller vers un état de droit, pour aller vers une démocratie et vers aller vers service au peuple. Ces choses sont plus importantes que changer les textes. Si on change les textes aujourd'hui, on va lui péter toutes les intentions. Il va s'éterniser au pouvoir. Moi, je n'avais pas vu le président Kabila depuis qu'il était au mandat. Je l'ai attaqué. Ce qui fait que quand j'ai demandé Vous l'attaquiez comment? Je l'ai attaqué sur la réforme des entreprises. Je ne comprenais pas comment on peut transformer les entreprises de cette manière-là. L'État va se priver des instruments pour la construction économique. Moi, si je rencontre le président Tshisekedi, je vais lui dire l'armée, les forces armées, pour réduire la tension à l'Est, sinon les effacer, mais il faut créer une armée économique. Ce qui nous manque depuis 1960. Onoya l'a dit. Oui, il faut créer une génération de gens qui se battent pour que ce pays sorte de la pauvreté. Nous avons été dotés par le Créateur. Il nous a tout donné. Il ne reste que des hommes et des femmes qui transforment pour que nous puissions être comme a été les Libyens dans un temps, mais ça fait pas longtemps. Les Libyens étaient enviés. Mais les gens vont envier les Congos si nous travaillons sur l'économie. Alors, si nous allons embrouiller les choses, nous avons une guerre à l'Est. Et cette guerre est essentiellement prédatrice. Les gens viennent pour prendre nos richesses. Mais organisons-nous
pour les repousser, pendant que nous les repoussons, nous organisons notre économie pour que nous puissions prendre le contrôle de cette économie. Je te disais que lorsque j'ai demandé l'audience, il a refusé. Je me permets de le dire aujourd'hui. Qui a refusé? L'ancien président. Il a refusé de me recevoir. Il a refusé de me recevoir pendant une année. Puis un jour. C'était en quelle qualité pour qu'il vous reçoive? Comme les citoyens. Je voulais lui poser deux questions. Mais il ne reçoit pas tous citoyens qui se parlent. Oui, mais justement, c'est pourquoi ça a pris du temps. Et puis un jour, il a dit, mais pourquoi il vient me déranger? Je n'ai pas le pouvoir. Il n'a qu'à aller chez son frère qui est au pouvoir. Il va lui donner le pouvoir. Parce qu'il pensait que si quelqu'un le voit, c'était pour lui demander le pouvoir. Moi, j'ai maintenu la demande d'audience que j'ai fait pendant 5 ans parce que je voulais lui poser maintenant la dernière question. Tu as laissé le pouvoir. Quelle est ta vision sur le Congo? Aller étudier ailleurs? Non, je dis ça parce que je voulais lui poser comme question. Je me limite là. Il a répondu, il a donné beaucoup de réponses. Ça m'a permis de pouvoir avoir une idée sur ce que le pays a connu quand nous étions divisés à des petits États, comment on a fait pour avoir la ceinture actuelle. On est revenu apparemment un pays. Avec il a mis beaucoup d'attention là-dedans. Et puis par la suite, il m'a dit une chose. Nous devons changer de classe politique. Je me limite là. La classe politique que lui-même a créée. Et j'ai vu maintenant qu'il y a une tendance. Quand tu regardes dans le gouvernement, tu sais ce qu'il dit, son premier gouvernement du deuxième mandat, je crois qu'il y a un effort qui est en train de se faire. C'est un gouvernement d'union nationale, c'est difficile à former. C'est des gouvernants de partis politiques. Le Conseil économique dit toujours que normalement, quand quelqu'un monte au gouvernement, il n'est plus membre des partis politiques. Il est devenu citoyen à la disposition de l'État, à la disposition du président de la République et du Premier ministre. C'est pour servir la nation. Donc, j'espère qu'ils vont comprendre ça. Je sais, il y a quelqu'un pour le dire. Ce n'est pas à la télévision, comment je peux le dire. Quand on est ministre, on n'est plus le ministre des partis politiques. On travaille pour la nation. Lorsque les gens vont intérioriser ça, ils seront à la tâche et je suis convaincu que nous pouvons faire un petit pas pour donner aux générations futures un Congo qui respire. La formation du gouvernement, sécurité, enseignement, santé, éducation, tout ça face à une dame. Une dame qui n'a pas de l'expérience, étant que première ministre, expérience étant que ministre, et pas comme premier ministre, mais en face de lui, il a des gens qui ont des racines sur la politique. D'ailleurs, d'après les Congolais lambda, si aujourd'hui Toulouka a des problèmes pour sortir son gouvernement, c'est compte tenu des bric-à-brac politiques. Est-ce qu'elle doit commencer sur quel axe? Bon, d'abord, je vais vous corriger. Je ne la connais pas beaucoup. Je l'ai rencontrée lorsqu'on a invité au niveau du Conseil économique la présidence pour suivre l'exposition que nous avons faite sur le profil des gouvernances. C'était la seule occasion où je me suis rapproché d'elle. Mais observer en Afrique, les ministres qui passent par les plans ont la possibilité, 70%, de devenir dans leur pays des premiers ministres. Parce que c'est au plan qu'on organise l'action gouvernementale secteur par secteur. C'est au plan qu'on fait effectivement des programmes. Quand elle monte à la primature, c'est pour coordonner l'action gouvernementale avec pouvoir. Mais comme ministre de plan, elle suggère au Premier ministre qui adopte une attitude face à telle action à mener ou telle autre. Donc, elle est à sa place. Ça, c'est le premier élément que je peux vous dire. Et puis, il y a des prérequis. Elle a travaillé à la veille stratégique, elle a été au PNUD, elle a été à la présidente de la République, elle était ministre de plan. Il n'y a rien qui va manquer à madame de pouvoir coordonner l'action. J'insiste sur la coordination de l'action gouvernementale. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant qu'elle n'a pas encore installé son gouvernement, il y a la guerre. Il y a la famine aussi. Oui, je commence par la guerre. Il y a la guerre et tout le monde attend qu'enfin, que cette guerre se termine. On a assez perdu de vies humaines. Maintenant, pour que cette guerre se termine, parce que la guerre, elle est faite pour nous piller nos richesses. Il faut qu'il y ait une stratégie, parce qu'on continue à se battre, mais il faut soutenir la guerre. Pour soutenir la guerre, il faut que l'économie soit forte. J'ai envie de demander à madame
de commencer par réfléchir. Je crois que la réflexion est déjà faite par des mesures d'encadrement de l'économie pour créer de la richesse dans le pays. Parce qu'avec la création de richesses, elle aura le moyen de finir la guerre parce que l'armée va monter en puissance. J'ouvre une parenthèse. J'étais dans une conférence avec un Israélien. Et puis pendant la pause, on en parlait parce que c'était la période où le pays était divisé. Et puis il me dit, Michel, personne, et alors personne ne viendra vers vous si vous n'avez pas une armée forte. Les jours où vous aurez une armée forte, ceux qui négocient avec les agresseurs pour prendre vos richesses, ils viendront négocier parce qu'ils n'ont plus l'accès à vos richesses. Ce n'est pas des fenêtres qu'ils ont ouvertes. Le premier élément, c'est d'abord faire monter en puissance l'armée. Le jour où nous allons atteindre ces niveaux-là où nous sommes craints comme nous étions par le passé, on m'a dit que l'armée congolaise zaïroise à l'époque était crainte en Afrique centrale et même en Afrique tout court. Pour monter en puissance, il faut que l'économie soit forte. Donc, les premières mesures sont à prendre. Regarde la question économique. J'ai beaucoup espéré qu'on va fusionner le budget, l'économie, les finances et le portefeuille en un seul ministère avec des secrétaires généraux et de vice-ministres. Mais on en a nommé quand même des ministres d'État et des ministres. On va avancer avec. Nous avons un homme comme Mukoko Samba, Mukoko Samba, c'est de lui aussi, qui est un homme assez solide sur le plan intellectuel et sur le plan moral. Je crois que nous pouvons compter sur cette équipe. Je ne connais pas le ministre des Finances. Le ministre des Finances est un exécutant. Dans toutes les entreprises, c'est un exécutant. Il était la DGRAD. Puis... Oui. Mais le ministre des Finances, quelle que soit son origine, c'est un exécutant. Parce que les dépenses qu'il exécute viennent des autres services. Et puis un gendarme, c'est le budget. Il faut que le budget joue aussi son rôle pour permettre à ce que nous puissions avoir, le moment venu, un franc quand on en a besoin. Ce n'est pas le jour où vous avez besoin d'un franc aujourd'hui, on vous les donne 10 jours après. Si c'est pour l'armée, c'est perdu. Et même si pour l'éducation, le calendrier va être entamé. Si on crée des richesses, on va investir sur l'éducation. Parce qu'en fait, c'est l'impression que j'ai, c'est que l'on a détruit le plus dans notre pays, c'est l'éducation, pour nous empêcher de nous organiser. Ceux qui sont formés ont été formés dans les universités extérieures. La majorité des professeurs ont pris leur thèse à Bruxelles, aux États-Unis, en France et ailleurs. J'ai eu un professeur qui m'a reçu hier et qui a terminé au Vietnam. Donc, nous avons des professeurs qui viennent de partout et ceux qui commencent à sortir. Il y en a aussi qui sont de chez nous. Il faut faire en sorte que l'éducation devienne une priorité pour donner des capacités aux Congolais de s'occuper réellement de leur pays. La tendance actuelle est de faire partir tous les jeunes à l'extérieur. Ils partent là où ils seront dépaysés. Ils viennent. Dans les années à venir, si nous ne faisons rien, c'est ceux qui ont eu la chance de partir, j'appelle ça une chance, mon Dieu, qui ont eu l'occasion de sortir, ou les étrangers que nous ne voulons pas, qui vont venir diriger nos enfants demain. Donc, création des richesses d'abord, renforcement de l'armée et la construction de l'éducation. Elle peut terminer son mandat sur ces trois choses, le reste sera fait. Alors aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse dans les quelques minutes qui nous restent. Je parle, vous êtes quelqu'un qui est ancré dans le secteur économique. Je parle de Mukoko Samba. Mukoko Samba, le ministre, l'actuel ministre de l'économie nationale, qui venait être nommé au gouvernement Judith Toulouka-Souminois. Quand vous voyez le profil de la personne par rapport à son passé, avec Matata Pogno, avec tout ce qu'il y a eu, il a apporté des innovations, je parle de la bancarisation, je parle de tout ce qu'il y a. Mais on a en face de nous une guerre qui a apporté ses effets. À côté de cette guerre, il y a une crise mondiale provoquée par la crise russo-ukrainienne. Par rapport à ces facteurs, Mukoko Samba, vous lui voyez la bonne personne à jouer une bonne partition, ou soit on a vu Jean-Pierre Bemba à la Défense nationale,
Jean-Pierre Bemba, avec tout ce qu'il a laissé comme effet, il est allé au transport. Pourquoi de telles mutations? Mais on a vu Mukoko Samba, qui a travaillé avec Matata Ponyo, venir à l'économie. Quel sera le fait de sa nomination par rapport à tout ce qui est comme mutation? Je crois qu'on va s'arrêter là. Oui, d'abord par rapport à Jean-Pierre Bemba, le ministre des Finances, le ministre de Défense ne fait pas la guerre. Il a une politique de la guerre. Je ferme la parenthèse, c'est un logisticien. Il fait l'appui à l'état-major pour la guerre. Donc je ferme la parenthèse rapidement. Ce n'est pas lui qui fait la guerre. Il est parti au transport. Je crois qu'il a eu le soutien. Il a fait le soutien qu'il a fait à l'armée. Ceux qui sont sur le terrain dans les réseaux sociaux. Est-ce que ces mutations sont importantes? Je ne sais pas. C'est politique. Les mutations sont essentiellement politiques. C'est pourquoi je n'entre pas là-dedans. Parce que des fois, c'est inopportun, mais on le fait quand même. Parce qu'il y a... Il faut ce que nous ne contrôlons pas, c'est les éléments politiques qui interviennent dans ces nominations. Je vous parlais du professeur Mukoko Samba. Je m'imaginais qu'il pourrait revenir parce qu'il est parmi l'équipe de campagne du président. Du président de la République. Alors je me disais, s'il revenait, eh bien à ce moment-là, c'est de fusionner les finances, le budget et l'économie ensemble. Ça permettrait qu'il donne un coup de pouce pour que ce secteur avance. Maintenant, il est à l'économie. Donc, il doit chercher des voies et moyens pour créer de la richesse qui sera gérée plus loin. Je crois que c'est ça. Donc, M. Mukoko est à sa place. Daniel Mukoko. Daniel Mukoko est à sa place. S'il y a une collaboration efficace, parce qu'il a laissé des traces au budget. J'ai découvert ça quand j'étais questeur au Conseil économique et que j'ai collaboré avec la direction qui a à charge de l'élaboration budgétaire. J'ai trouvé les marques de Mukoko. Maintenant, le pays est dans leur phase de mutation vers les budgets programmes. Cette mutation nécessite des personnes avec valeur morale élevée. Parce qu'on vous donnera l'argent et on contrôlera après. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc, vous avez fait un budget, on vous rend responsable de votre budget, on vous attend au résultat. Est-ce que nous avons suffisamment de gens moralement stables pour le faire? Nous allons observer. Mais je crois que M. Mukoko, à l'économie, pour les tâches qui sont réservées dans la forme actuelle à l'économie, je crois que nous pouvons avoir quelques mesures qui peuvent nous permettre de sortir. Il le sait. Il venait de me donner même un séminaire au 3e cycle et nous avons discuté plus de la Banque centrale que de l'économie nationale. Or, la Banque centrale est un élément de l'économie nationale. Je peux ouvrir une parenthèse sous Covid. Il y a eu un gros débat sur l'argent que nous devons recevoir pour relancer l'économie. Et à ce moment-là, Dominique Strauss-Kahn disait que les pays qui ont un hôtel de monnaie, qui ont la capacité de produire la monnaie, d'imprimer la monnaie, sont les pays qui vont sortir avant. Mukoko est à l'économie, malheureusement, il n'a pas la même mise sur la banque. Si on aurait fusionné tel que je te dis, nous pourrions utiliser les francs congolais pour commencer à faire des investissements sociaux. Je ferme la parenthèse rapidement parce que je n'ai pas parlé avec lui, je ne l'ai même pas encore félicité. Donc je ne voudrais pas entrer dans ce qu'il va faire. J'ai seulement confiance que quelque chose de bon va sortir de ce ministère. Dans cette action-là pour le gouvernement, n'oubliez pas qu'ils ont travaillé avec Mme Soumino à l'époque. Donc ils ont un état d'esprit un peu qui... Il y a un répondant. Ce que le premier, c'est un répondant. Il va se transmettre. Oui, il va se transmettre. Il a un répondant. Voilà le conseil d'un économiste à un économiste ministre. Ministre. D'abord, professeur. Il est professeur. Daniel Mukoko Samba, vous avez les conseils d'un économiste. Voilà. Pas le moindre. Il est du conseil économique et social. Chef de travaux, président d'un parti politique. Il exerçait dans les entreprises comme syndicat. Non, je suis quand même cadre dans... J'étais département à l'ONATRA quand même. Directeur de département. Donc, il a l'économie qui coule dans ce veine. Il vous prodigue un conseil. Nous savons la flexibilité du ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, ne nous fait pas revivre le passé de la bancarisation de la Troïka. Nous voulons vivre les effets sur terrain. Effets sur terrain, c'est la baisse du taux du dollar. Les effets sur le terrain, c'est les paniers de la ménagère doivent changer. Les effets sur le terrain, il ne faut pas que les monnaies étrangères empiètent sur le franc congolais. Nous voulons que les expatriés comprennent que le franc congolais, c'est la monnaie par excellence.
ici en République démocratique du Congo. Et il n'a pas la gestion de la monnaie. C'est pourquoi j'ai insisté sur aussi, la fusion. Il n'a pas la gestion de la monnaie. Ça, c'est un conseil d'un économiste à un économiste ministre. Voilà. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis à travers le monde. C'était pour nous un grand plaisir de recevoir sur ce plateau d'actualité croisée. Il est revenu pour parler de la République. Ce n'est pas une première, vous aurez le temps de le découvrir sur divers sujets que nous aurons à débattre dans notre tribune d'échange républicain et démocratique actualité croisée. Merci de nous avoir suivis depuis Paris et nous remercions également notre aîné Jean-Paul Koyi et Petit Fefo qui nous suivent depuis Paris pour votre encadrement et aussi soutien à ces grands programmes. Merci également à Blaise Bokokia qui nous a suivis depuis la RTNC. Nous pensons aussi qu'avec de telles personnes, on aura un changement à la radio-télévision nationale congolaise par rapport à l'expérience qu'il a. Il pourra toujours apporter quelque chose. Nous attendons la nomination des mandataires publics et penser aux gens qui apportent quelque chose sur l'entreprise, sur le développement de la communauté. Monsieur Michel Dion, peut-être en 2 secondes, si vous pouvez, saluer la population congolaise qui vous a suivi depuis Sankourou, depuis votre village, c'est quoi? Djongalombe. Djongalombe. Moi, je ne connais pas. Peut-être dans votre langue, ils pourront peut-être vous écouter. Non, je ne le dis pas. Ma langue, j'ai envie de dire que l'avenir du Congo est beau pour les générations futures. J'ai parlé avec un de mes enfants tout à l'heure. Il veut aller aux États-Unis. Puis je lui ai dit, tu vas aller faire quoi aux États-Unis? Étudie ici. Tu vas partir aux États-Unis juste pour voir comment ça se passe si tu reviens, parce que l'avenir du Congo est beau. Ne nous décourageons pas parce que maintenant il y a la guerre, parce que maintenant on a des dirigeants qui n'ont pas encore, certains d'entre eux n'ont pas vu véritablement quoi donner aux générations futures. Restons ensemble, tenons-nous la main dans la main, identifions des dénominateurs communs pour le Congo. C'est d'abord nous, les territoires. Si nous avons les territoires, travaillons pour protéger nos richesses, créons de la richesse pour tout le monde, augmentons la force de notre armée et partageons. Je suis syndicaliste et je veux une répartition équitable de nos richesses. Et c'est du possible. Martin Loupoussa, vous avez un directeur des départements de l'ONATRA, Michel Dioum, qui vous a aussi, il est en train de voir l'ONATRA. Est-ce que l'ONATRA d'hier et l'ONATRA d'aujourd'hui, et c'est que l'ONATRA, et c'est que les Congolais espèrent, nous comptons sur le combat de tout le monde pour que les entreprises publiques, il faut qu'on les soutienne. Monsieur Jean-Lucien Boussa, l'actuel ministre du portefeuille, vous allez avoir les bâtons de commandement. Voyez les entreprises. Est-ce que la réforme a été faite de la manière la plus sérieuse? Est-ce qu'il y a eu une bonne foi? Qu'est-ce qu'il faudra réformer? Vous êtes un réformateur. On vous attend dans le fait. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné dans cette émission. Je remercie Barry Kanemiala. Je remercie Merveille Veko. Je remercie les superviseurs Bob, Togia, Emmanuel. On se retrouve pour un nouveau numéro de votre magazine Actualité Croisée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.